salle ici, je vois un journaliste. Nous sommes en 2008. Et ce journaliste parle de la balkanisation du Congo. Il était pris comme un aventurier, comme un vendeur du vent. Il est ici dans la salle. Ce sont ces analyses qui nous ont servi au labo politique pour comprendre qu'il voyait bien clair et il avait compris avant beaucoup de personnes. Il fallait utiliser simplement les solutions qu'il lui donnait dans les colloques, dans les séminaires, dans les débats. Il fallait les utiliser. Et c'est ce qui nous a protégés aujourd'hui de ne pas connaître la balkanisation au vrai sens du terme. Il y a toujours des personnes qui comprennent bien avant. Tout le monde ne peut pas voir la même chose au même moment. Et tout le monde ne peut pas comprendre la même chose au même moment. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que Noël Tchani a compris? Qu'est-ce que Noël Tchani a compris? Les autres ont pris ça comme de l'aventure. Ils font du théâtre. Avec son bouton là. Vous pensez qu'un député national comme vous, je peux prendre ces risques de m'exposer physiquement sans comprendre le fait? Si j'avais fait un rêve, je dois tout vous dire? Non. Chers Congolais, la vie est faite des principes. La vie est faite des principes. Et vous devez retenir, et vous le savez très bien, que la loi ne libère pas l'homme du péché. Moi, je n'ai rien inventé. Noël Tchani n'a rien inventé. Plutôt, Noël Tchani vous pousse à prendre simplement conscience que ça, c'est votre pays. Protégez-les. Vous êtes né dans une famille, mais votre propre parcelle, même si c'est votre frère biologique ou sœur biologique, vous êtes des jumeaux ou jumelles, mais la parcelle vous appartient à vous. Il n'a que le droit de dormir dans la parcelle, mais pas la souveraineté de faire bon lui semble dans la parcelle. Pourquoi vous vous acceptez? Vous acceptez. Vous arrivez à accepter le commandant des forces armées de la police, le commandant des forces de sécurité. Il n'est pas votre frère. Non. Vous avez vu l'Union européenne qui nous donne des leçons. L'affaire des Zoniens, il n'y a pas longtemps, l'Union européenne voulait qu'elle soit, la dame là, elle est d'origine américaine, mais qu'elle soit l'Union européenne pour les entreprises qui la concurrence. On dit, mais non, mais elle est américaine, bien qu'elle est devenue belge, mais elle est américaine. Nous faisons face à la concurrence américaine et elle sera la directrice de la concurrence. Non! Les conséquences, ce n'est pas passé. Ce n'est même pas encore 5 mois. Pourquoi pas chez nous, les pères et les mères? Pourquoi nous devons laisser le président de la République? Cette fonction est à protéger. La fonction président de la République, on doit se retrouver dans la fonction président de la République. Quand vous voyez un président de la République, vous dites, oh, demain ça peut être moi, ou mon frère, ou ma soeur. On regarde la première dame, on dit, oh, si c'était ma fille, si c'était ma soeur, si c'était ma mère. Imaginez, imaginez un président de la République qui n'est pas le vôtre, et sa femme n'est pas votre soeur. Imaginez la suite. Imaginons la suite. Dieu qui est 3 fois saint, il paraît.
selon les Écritures. Et certains disent, Dieu est 3 fois saint, 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 riche en bonté. Mais lisons la Bible. Au début, même les pasteurs, les hommes de Dieu, les évêques disaient non, c'est une loi séparatiste. Ah bon? Comme Dieu est 3 fois saint, comme Dieu est riche en bonté, comme c'est lui qui était à la manœuvre d'exciter Noël et Tchani, eh bien, Dieu a donné un signe pour les versets bibliques. C'est écrit. J'ai approché les porte-paroles des hommes de Dieu. J'ai dit, lisons ensemble la Bible. Prenons Genèse chapitre 21, commençons par le verset 8 jusqu'à 12. C'est ce Dieu-là, pour ceux qui croient à la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu tant aimé, et c'est le livre le plus aimé, le plus consulté au monde, la Bible. Dieu dit à Abraham, chasse ton enfant là avec sa maman. Lui qui est 3 fois saint, ta postérité, ta richesse sera entre les mains d'Isaac. Raison pour laquelle aucun prêtre, aucun pasteur, aucun prophète dans sa prière n'a déjà dit ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Ismaël, ô Dieu d'Isaac. Non. On dit toujours ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Isaac. Isaac n'était pas le premier fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'Isaac a fait du mal au monde pour qu'il soit oublié? Simplement parce qu'il n'était pas le père et les mères. Simplement, il n'était pas le père et les mères. Et c'est lisible dans la Bible. Genèse chapitre 21, lisez l'histoire entre verset 8 jusqu'à verset 12. C'est Dieu que vous aimez, vous et moi. Lui qui est 3 fois saint. Il dit, Abraham était irrité, père de la foi. Posons-nous la question maintenant, comment un père de la foi, il n'a pas résisté à l'infidélité de sa femme pour se taper une autre femme ailleurs, une étrangère? C'était le plan de Dieu pour montrer que plus tard, il y aura des problèmes de succession. Comment régler ces problèmes? Dieu a fait entrer l'infiltration. Et le père de la foi, Abraham, chanté de tout le monde, qualifié par tout le monde, certifié que le père de la foi, mais il n'a pas résisté. Il y a même des gens qui ont des femmes, ça fait 20 ans sans enfants, mais ils ne cherchent pas ailleurs. Mais il parlait le père de la foi. Il n'a pas résisté. Il est parti trouver une Égyptienne. Et avec l'Égyptienne, ils ont fait l'enfant Ismaël. Un enfant brillant, un enfant docile, un enfant obéissant, un enfant intelligent. Et son père l'aimait beaucoup. J'imagine, père de la foi, aimait bien son fils. C'est-à-dire que cet enfant avait des qualités. Et Abraham organise la fête pour cet enfant-là. Et Dieu dit, non, Abraham, cet enfant, tu ne peux pas l'élever en dignité. Il ne peut pas te remplacer. Il ne peut pas jouir. Après toi, c'est Isaac, pas lui. Ah, Abraham dit, mais père, pourquoi? C'est mon premier fils. Il dit, non, lui et sa maman, faites-les partir. Faites-les partir loin d'ici. Abraham fit la volonté de Dieu. Simplement parce que Ismaël n'était pas des pères et des mères. Vous ici, puisque vous êtes 4 fois saint, Dieu est 3 fois saint, vous êtes plus bon que Dieu, donc vous êtes 4 fois saint, 5 fois saint, 10 fois saint. Et vous dites non, pour des raisons d'inclusivité, pour des raisons de cohésion nationale, pour des, vous voyez, nous sortons des postes de conflit. Nous sommes un pays diversifié. Nous sommes. On peut accepter n'importe qui devenir président de la République. Quel est
inconscience, quelle bassesse, quelle médiocrité. Pourquoi tu ne peux pas prendre conscience de cette fonction prestigieuse? On peut ramasser une nullité en route, mais dès lors, il est revêtu du pouvoir reconnu comme président de la République, vous devez le respecter. Vous devez le considérer. Vous ne voyez pas cette fonction mystérieuse à protéger? Vous le savez très bien. Parmi les députés, il y a des personnes que vous l'appelez honorable juste parce que vous êtes poli. Mais si vous regardez son attitude, ses compétences intellectuelles, vous vous rendez compte que votre enfant qui est encore à l'école secondaire est plus meilleur que lui. Mais par respect, vous l'appelez honorable. C'est ça la fonction à protéger. Même un médiocre, quand il devient président de la République, il devient une personne prestigieuse. Mais c'est la fonction qu'il faut protéger. N'acceptez pas que les intrus pénètrent cette fonction. Je ne peux pas vous rappeler des passés. Et c'est là que nous avons connu, avec des identités douteuses. Et vous savez la suite. Vous savez la suite. Mes très chers compatriotes, prenez conscience. Ne voyez pas nos Haïtiens comme un séparatiste. Ne voyez pas ce pour nous comme un prêtre disait, il a dit, c'est des sorciers ces députés-là. Oh, comment ça? Comment vous pouvez arriver à traiter un élu national dissocié? Ma mère était frustrée parce qu'il était de cette confession religieuse. Et moi je dis non, ne vous en faites pas. En sciences appliquées, pour donner de bons résultats, on tient compte de la position. Il était à quel endroit quand il parlait? Qu'est-ce qu'il avait dans sa poche? Ou bien devant lui, il y avait quel genre de billets qu'on lui proposait? Il ne pouvait que donner des faussetés, mais critiquer, et m'appeler, mais qualifier des sorciers. C'est pas grave. C'est la Bible qui va nous séparer. Comme ils aiment plus la Bible, amenons-les la Bible. On les a amenés la Bible. Vous voyez encore, vous entendez encore des hommes de Dieu critiquer cette loi? Depuis qu'ils ont lu la Bible, ils ont changé. Ah non, mais... Oui, mais on veut bien, mais ceux qui volent, ceux qui détournent, ceux qui détruisent les Congo, mais ce sont les Congolais des pères et des mères. Je dis oui, vous avez raison. Mais vous devez bien lire la Bible. Mes très chers compatriotes, j'ai été inspiré de Dieu à des versets bibliques que vous n'avez pas dit. Au cours d'un débat, des pasteurs qui m'ont appelé, ils étaient 153 pasteurs, pour me faire taire de cette histoire. Ne suivez pas Jenny, c'était un aventurier. C'est. Je dis, ah bon? Pourquoi nous lisons la Bible? Et un verset qu'on m'avait donné, en cherchant le verset, parce que j'avais avec mon téléphone, avant d'arriver à leur verset, je suis tombé sur un verset. Je dis, ah, ça c'est Dieu qui me donne. Que dit ce verset? C'est dans le livre de l'Éternome. Deutéronome chapitre 1, verset 13. Dit ceci: prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Je dis, ah, voilà. Par rapport à votre préoccupation, ce sont les fils du pays, des pères et des mères qui ont détruit le pays. Vous avez raison, parce qu'on fait les choix pas comme il fallait. Et ce sont vous les hommes de l'Église. Quand quelqu'un vient s'aimer les bancs, les chaises, les tôles, les amplis, les offrandes, vous dites, ah, c'est notre bien-aimé. Comme il nous a donné de l'argent, il nous a donné des tôles, il a construit l'église, on lui vote. C'est pas ce que vous dites.
la Bible. La Bible vous dit, prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus. Satan est connu, mais dans les mal. Mais ici, on vous dit, prenez ceux qui sont connus dans les bons. Est-ce que les faites-vous? Voilà la formule. Donc, si parmi vous, quelqu'un disait, au fond de lui, mais oui, mais ceux qui disent les pays, ce sont les congrès des pères de mères, d'emblée, je vous réponds, choisissez selon les critères donnés par les anciens, par les Écritures que vous considérez saintes. Prenez des hommes sages, intelligents et connus. Vous ne verrez plus de problème. Imaginez que vous avez 300 députés nationaux, comme Nzigi Pouloulou. Et la suite sera quoi? Quelle sera la suite? Imaginez une fois Noël Chani, Nzigi Pouloulou fait le duo et il gère la République. Imaginez la suite. Imaginez la suite. On peut appeler quelqu'un, moi, il y a une fonction ministérielle, il dit non, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Non. C'est là aussi le siège de l'industrie minière. Bientôt, j'ai eu la chance d'avoir la cartographie de 1957 et j'ai demandé rapidement qu'on amène 220 000 kV à Gengue et ses environs. Dans 10 ans, Bandundu sera le siège des miniers, les sièges miniers aussi. Qui vous dit qu'avec la forêt équatoriale, qu'il n'y a pas de pétrole là-bas? Qui vous dit ça? Nous sommes bénis. Et la meilleure façon de protéger sa bénédiction, c'est de coucher sous forme de loi. C'est de sensibiliser les peuples. Voilà Noël Tchani. Tout ça, ça lui coûte de l'argent. C'est les sacrifices qu'il est en train de faire. Ce sont des sacrifices pour que nous nous retrouvions ici. Et vous maintenant, vous allez faire quoi? Quel est votre rapport? Merci beaucoup d'être attentif et vous m'avez suivi fidèlement. Quelqu'un disait, vous demandez au pays de vous donner, mais vous donnez quoi au pays? Tout ce que moi je vous demande, c'est de donner la souveraineté à notre peuple. Le Congo est bien, mais le Congolais n'est pas bien. Il y a une différence entre ceux qui aiment le Congo et nous qui aimons les Congolais. Aimer le Congo, ce n'est pas votre affaire. Il faut aimer les Congolais. Ceux qui aiment le Congo, tuent les Congolais pour récupérer les minéraux, récupérer de l'espace. Mais si vous aimez les Congolais, vous allez les mettre dans de bonnes conditions. Chaque parent qui aime ses enfants fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Même s'il ne travaille pas, il loue une maison de manière à ce que les enfants trouvent où dormir. Très chers compatriotes, j'ai dit. Merci à l'honorable Singhi Pouloulou. J'invite présentement M. Noël Tchani Mwanambita, auteur de Père et de Mère, pour qu'il vienne nous donner l'essentiel de son livre. Honorable Singhi Pouloulou Servo Pichou, avec toute ma reconnaissance, chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de me retrouver devant vous ici pour le vernissage
message du livre intitulé « De père et de mère, quel avenir pour la République démocratique du Congo ?» En fait, ce titre, nous l'avons voulu un peu plus court, mais en réalité, le vrai titre est celui-ci. De père, de mère et d'épouse, quel avenir pour la République démocratique du Congo? Pourquoi est-ce que nous avons écrit ce livre? Nous l'avons écrit comme soubassement à la proposition de loi Tchani de père, de mère et d'épouse que Honorable Singhi Boulou Servo Pichou a bien voulu présenter à l'Assemblée nationale, et la loi, la proposition de loi, se trouve maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. On attend qu'elle soit programmée pour débat et vote éventuellement pendant cette session de septembre 2023. Pourquoi est-ce que nous avons tenu à faire cette proposition de loi? Nous partons de l'idée qu'en 1960, le Congo devenait indépendant après une lutte acharnée menée par ceux que nous connaissons aujourd'hui comme étant les martyrs de l'indépendance, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba et avant lui Simon Kimbangu. Pourquoi est-ce que ces martyrs de l'indépendance ont versé de leur sang? Ils ont versé de leur sang parce qu'ils tenaient à ce que nous, les jeunes Congolais qui allions naître après, nous puissions vivre dans un pays libre, indépendant, souverain. Et par souveraineté, j'entends la gouvernance du pays par les autochtones, les propriétaires de la terre. Il n'était pas dit en 1960 que quand on réclamait l'indépendance, il fallait qu'on trouve certaines formules d'inclusivité pour que le Congo soit géré par certaines personnes qui auraient ce que nous appelons de loyauté partagée entre la RDC et d'autres pays extérieurs. Et Lumumba avait dit, nous voulons la souveraineté et souveraineté totale. Nous voulons que notre pays soit géré par nous, au profit de nous. Si nous commettons des erreurs, comme cela a été le cas pendant les 63 dernières années, c'est notre affaire, c'est toujours notre honte. Nous allons corriger ces erreurs-là pour que nous puissions aligner les meilleurs d'entre nous, pour que ces meilleurs-là gèrent le pays au profit de tous. C'est ça l'idée derrière la souveraineté nationale. Alors, qu'est-ce qui est arrivé depuis 1960 jusqu'à 1994? Il y a eu succession de régimes politiques. Le régime de Joseph Kasavubu, à qui je voudrais rendre hommage. Le régime de Maréchal Mobutu, que je salue au passage. On arrive à 1994, il y a eu un complot international pour destituer Mobutu et le remplacer par des régimes qui paraissaient travailler pour nous, mais en réalité qui étaient à la solde de l'extérieur. Ils ont réussi, on a chassé Maréchal Mobutu en 1997. Mais depuis ce temps-là, il y a un phénomène qui s'est passé sur le sol congolais. Il y a eu un afflux des militaires étrangers sur le sol congolais. Des Rwandais, des Ougandais, des Burundais. Il y a eu environ 180 pays qui ont envoyé en RDC des militaires de leur pays dans le cadre de ce qu'on appelle les opérations de maintien de la paix, appelées la MONUC ou bien la MONUSCO plus tard jusqu'aujourd'hui. Ces militaires étrangers-là, sur le sol congolais, ont fait beaucoup de choses. Ils ont violé les femmes congolaises. Ils ont épousé des femmes congolaises. Ils ont produit des enfants dont un parent est congolais et l'autre est étranger. Il y a des enfants naturels, c'est-à-dire naturel dans le sens que le fruit d'un amour parfait entre un homme et une femme. Mais il y a aussi des enfants stratégiques. Des étrangers qui ont vu très loin, en regardant la constitution de la RDC, en se disant,
ah, pour être Congolais d'origine ici, il suffit d'avoir un seul parent congolais, un autre parent étranger, et l'enfant qui va naître, on va dire qu'il est Congolais d'origine. Et la Constitution donc dit que cet enfant-là, il est éligible pour tout. Il peut occuper toutes les fonctions, y inclut être président de la République. Moi, j'ai analysé cette disposition. Je me suis dit qu'il y a un danger quelque part. Ce danger, c'est lequel? C'est que certains enfants stratégiques, planifiés à partir de l'extérieur, dès qu'ils arrivent à l'âge de 30 ans, ils se présentent aux élections présidentielles avec l'appui de ces pays extérieurs, de ces puissances extérieures. Ils gagnent la présidence de la République, ils deviennent les maîtres du terrain. Et en ce moment-là, ils mettent la souveraineté nationale à mal. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans une situation de conflit d'intérêts. De décider entre les intérêts de la RDC ou les intérêts de l'un de pays de leurs parents. Par exemple, un enfant qui aurait un parent congolais, un parent rwandais ou ougandais, il devient président de la République. Cet enfant, quand il y a un conflit entre la RDC et le Rwanda de son père ou de sa mère, il va décider dans l'intérêt de quel pays. Il ne peut pas tout décider dans l'intérêt de la RDC. Il sera tenté de prendre position tantôt en faveur de la RDC, tantôt en faveur du Rwanda de son père. Voilà la situation de conflit d'intérêts. Cet enfant-là, il est très dangereux pour la souveraineté nationale. Pourquoi? Parce qu'il peut du jour au lendemain, étant donné que le président de la République a beaucoup de pouvoir dans ses mains, il peut basculer la RDC sous le contrôle du Rwanda voisin. Et nous tous, nous devenons quoi? Nous devenons des esclaves dans notre propre pays. C'est pour cela que je me suis dit, si nous voulons gérer cette situation-là, on ne refuse pas que cet enfant soit congolais. Du fait d'avoir un parent qui est congolais, on l'accepte, il est le nôtre. Il est congolais à 100%, il peut tout faire dans notre pays. Mais nous disons, nous allons lui éviter d'être dans une situation de conflit d'intérêts. Pour lui éviter d'être dans une situation de conflit d'intérêts, on lui dit, vous pouvez tout faire en RDC. Vous pouvez être médecin, professeur, vous pouvez aller dans le secteur privé, vous pouvez être même ministre, vous occuper des postes qui ne sont pas des postes régaliens. Mais nous allons vous éviter la situation de conflit d'intérêts en empêchant que vous puissiez accéder à certains postes qui vont vous mettre dans une situation où vous devez choisir entre les intérêts de la RDC et les intérêts de notre pays étranger. Par conséquent, nous avons fait dans la proposition de loi qui se trouve au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition que certains postes soient verrouillés, soient réservés exclusivement aux Congolais qui sont nés de pères et de mères congolais d'origine et qui ont des épouses congolaises. Ces postes-là sont les suivants. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire Finances, Justice, Défense, Affaires intérieures, Affaires étrangères. Les hauts magistrats de la République, les gens comme la Cour constitutionnelle, bien que je ne suis pas très content de ces jours-ci. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les hauts commandements militaires de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les gouverneurs des provinces, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, le directeur général de la DGM, de la Direction générale de l'immigration, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et la politique étrangère du pays qui se trouve être un poste verrouillé, un poste donc de souveraineté. Et enfin, je voudrais y ajouter le président de la CENI, la Commission électorale nationale, c'est un poste de souveraineté. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, je l'avais déjà mentionné. Et en plus de cela, maintenant, nous allons y ajouter les épouses ou les époux de tous ces postes qui sont verrouillés. Il y a une logique dans ça. Pourquoi verrouiller les épouses? Est-ce qu'on empêche à quelqu'un d'aimer une femme étrangère ou bien un homme étranger? Non. Si vous voulez tomber amoureux d'une Française ou d'une Rwandaise ou d'une Ougandaise, nous allons acclamer cela. Et nous allons accueillir votre époux ou bien votre épouse comme étant notre belle-sœur ou bien notre beau-frère national. Nous allons l'adorer, l'aimer. Mais nous disons, parce que vous avez une épouse ou bien un époux étranger, vous allez vous retrouver dans une situation de conflit d'intérêts entre votre pays, la RDC, le pays de votre femme ou bien de votre époux.
quand il s'agit donc de prendre certaines décisions stratégiques pour le pays. Par conséquent, on vous dit, vous pouvez tout faire dans notre pays, sauf occuper ces fonctions de souveraineté pour éviter que vous soyez dans cette situation de conflit d'intérêts. Voilà les postes qui sont verrouillés dans le cadre de la proposition de loi qu'on a faite à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que cette disposition-là, ce verrouillage-là, est-ce que ça divise la population? Est-ce que ça crée la ségrégation entre la population? Ma réponse est non. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que, d'ailleurs, notre proposition de loi unifie une population qui est déjà divisée dans le cadre de la Constitution actuelle. Dans le cadre de la Constitution actuelle, on dit que la nationalité congolaise est une et exclusive, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être congolais et avoir une autre nationalité étrangère. Nous avons proposé dans le cadre de cette proposition de loi qu'on puisse changer cette disposition pour que la nationalité congolaise devienne irrévocable. C'est-à-dire que personne ne peut enlever la nationalité congolaise à qui que ce soit. Vous êtes congolais d'origine, vous allez rester congolais d'origine avec la nationalité congolaise jusqu'à la mort. Si vous allez à l'étranger, pour des raisons qui vous sont personnelles, vous décidez de prendre une nationalité étrangère, française, belge, indonésienne ou de Jamaïque, vous prenez cette nationalité pour des raisons de convenance personnelle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pendant que vous êtes dans ce pays-là. Mais quand vous arrivez au Congo, à l'aéroport d'Indie, vous présentez votre passeport congolais, nous vous admettons dans votre pays, dans le pays de vos ancêtres, sans vous poser des questions si vous avez une autre nationalité ou quoi. Donc la nationalité congolaise devient irrévocable. On ne peut pas l'enlever à qui que ce soit. Maintenant, quelle est la conséquence de cela? La conséquence de cela, c'est que nous allons redonner la nationalité à 15 millions de nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui ont quitté la RDC, soit pour aller étudier, soit pour aller travailler, qui gagnent de l'argent là-bas pour renvoyer aux familles qui vivent dans la pauvreté donc au Congo. Nous allons redonner la nationalité à ces 15 millions de Congolais. Donc, cette proposition de loi va réunifier une population qui est divisée par la Constitution dans la forme actuelle. On va prendre les 15 millions de Congolais qui redeviennent Congolais, qui étaient à l'étranger dans la diaspora. On va les ajouter aux 107 millions de Congolais qui sont à l'intérieur. Nous allons avoir une population de 122 millions d'habitants, un grand pays avec une grande population prête à travailler maintenant pour son développement. Donc le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise réunifie une population divisée par la Constitution dans la forme actuelle. Par conséquent, les évêques qui disent quelque part que la loi ici divise, ils doivent bien relire ce que nous proposons. Parce que c'est eux qui soutiennent la division dans le cadre de la Constitution actuelle et qui tiennent à ce que les Congolais de la diaspora soient exclus de tout ce qui se passe donc au pays. Il y a 2-3 autres éléments sur lesquels je voudrais insister. La loi que nous avons proposée n'a pas de connotation ethnique, tribale ou raciale. Nous n'avons pas dit que pour être congolais, il faut avoir une certaine couleur. Nous avons dit que sont congolais tous ceux qui sont nés de pères ou de mères congolais, mais ne peuvent accéder aux fonctions de souveraineté que ceux qui sont des pères et des mères, pour des raisons que je venais d'expliquer tout à l'heure. Donc, la loi n'a rien à voir avec la couleur. Vous pouvez être blanc, jaune, d'une autre couleur et être congolais d'origine. S'il s'avère qu'on vérifie et qu'on trouve que vous avez un parent congolais ou des parents congolais jusqu'à une certaine génération. Par conséquent, mettons de côté ces allégations de xénophobie, de racisme, qui ne sont pas justifiées. Ce sont simplement des gens qui veulent distraire donc les autres. Et nous demandons à notre Assemblée nationale, qui a la proposition de loi sur sa table depuis un certain temps, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'aligner cette loi-là pour protéger notre pays. Si nous ne le faisons pas, je peux vous assurer, je peux prédire que ce pays va être dirigé un jour par un étranger. Un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qu'on définit comme étant congolais, mais en réalité, vous lui demandez, mais votre père, c'est qui? Il vous dit que mon père est italien. Oh, votre mère, c'est qui? Ou ma mère est zambienne. Vous dites, oh. Et votre femme, c'est qui? On vous répond, ma femme est burundaise, Tutsi burundaise. Et vous appelez ce Congolais-là, je ne sais pas comment il a acquis la nationalité, vous l'appelez Congolais d'origine, éligible pour être président de la République démocratique du Congo
Je dis non. Ne votez pas pour des gens de ce genre. Ils vont mettre à mal la souveraineté nationale. Ils vont vendre notre pays au plus offrant à l'extérieur. Ils n'ont rien à voir avec nous. Par conséquent, pendant les élections qui viennent, s'il vous plaît, dites à tous nos compatriotes, votez pour les Congolais d'origine, de préférence, de père et de mère. Mais ceux qui ne sont pas des pères et des mères, ils peuvent occuper des postes qui sont subalternes, qui ne sont pas au niveau de la présidence de la République. Nous n'avons rien contre ça. Mais nous devons nous assurer que les postes de souveraineté restent dans les mains de nous qui sommes les propriétaires de la terre, les autochtones, les indigènes. C'est comme ça qu'on nous appelait donc depuis le temps donc, de Lumumba. Sinon, Patrice Emery Lumumba est mort pour rien. Mesdames et messieurs, dans ce livre, nous avons voulu faire quelque chose d'assez intéressant. Parce que beaucoup de Congolais n'ont pas l'occasion de voyager. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager dans peut-être 125 pays différents. Et j'ai vu que partout où je suis passé, j'étais très bien accueilli. Les gens me disaient, waouh, ça c'est un expert international. Et ils admirent mon expertise. Mais ils me disent toujours, vous nous aidez et vous retournez chez vous. Il n'y a aucun pays qui m'a dit, nous cherchons un président de la République ici. Si vous voulez, aidez-nous et puis devenez président de la République dans notre pays. Par conséquent, ces fonctions-là sont très sensibles. Nous avons fait une étude comparative des différents pays, en Afrique, en Asie, en Europe, pour déterminer où est-ce qu'on applique la clause des pères et des mères. Et nous avons trouvé que cette clause-là, elle est appliquée pratiquement partout. Dans le livre, nous donnons la liste des pays qui appliquent cette clause-là. Vous avez suivi tout récemment un pays africain, le Gabon. Il y a eu un coup d'État qui a renversé un président qui était là, je ne sais même pas combien d'années Ali Bongo était au pouvoir, plus d'une dizaine, près de 20 ans à peu près. Et quand on a renversé Ali Bongo était marié à une femme que je comprends, elle est française, elle doit avoir des origines marocaines ou algériennes, etc. Et la première des choses que le nouveau président de transition au Gabon a fait, c'est de dire que nous allons réviser la Constitution pour que désormais le Gabon soit confié à la gestion exclusive des Gabonais d'origine, nés de père et de mère gabonais d'origine et mariés aussi aux femmes gabonaises. Ils ont vécu les conséquences de ce que nous essayons d'éviter ici. S'il vous plaît, apprenons de l'expérience d'autres pays. N'attendons pas que ça puisse nous arriver avant que nous puissions donc nous réveiller. Par conséquent, je demande à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, alignez cette loi pour débat et vote. Laissez les députés nationaux s'exprimer. Que chacun donne son avis. Et d'ailleurs, si cela intervenait avant les élections de décembre 2023, ce serait une très bonne chose parce que nous voudrions connaître la position de chaque député avant qu'il n'aille solliciter encore un deuxième mandat. Ceux qui sont pour la loi des pères et des mères, votez pour eux. Et ceux qui sont contre, renvoyez-les dans leur village. C'est ça que je voudrais demander à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse aligner cette loi pendant cette session avant la clôture le plus rapidement possible. Je pense que je vous ai présenté l'essentiel donc de la loi que nous avons soumise à l'Assemblée nationale. Vous allez trouver beaucoup plus d'informations donc dans le livre qui est très détaillé, qui fait cette étude comparative-là. Et nous serons toujours à votre disposition au cas où il y a encore des questions supplémentaires pour que nous puissions continuer donc à échanger sur cette question essentielle pour la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous remercie. Merci, professeur.